Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Catastrophe épisode numéro 9. Si vous n'avez pas vu les précédents, allez voir les autres vidéos, il y a plein de cas avec les cours associés. Aujourd'hui, on est parti pour un patient que vous recevez aux urgences, un homme de 30 ans qui a eu un accident de moto qui était seul impliqué à 10 heures. Il est actuellement 10h15. La cinétique est évaluée à 80 km/h. Il était casqué, a été éjecté à 2 mètres de la moto qui est détruite. Le patient est conscient, orienté, sans signe de choc, avec une douleur intense et une impotence de la jambe droite, sans signe ischémique ni hémorragique. Les paramètres 13,7 de tension, 98% de saturation en air ambiant, fréquence cardiaque 80. Le patient, vous voyez son pied, sa jambe avec l'image. La question, que faut-il évaluer prioritairement comme d'habitude, vous le savez maintenant, vous allez pouvoir faire pause, je vous lis les propositions et après j'avance pour vous donner les réponses, vous faites pause comme vous le sentez. Les propositions sont donc à la question que faut-il évaluer prioritairement. A. La respiration. B. Le temps de recoloration cutanée. C. Une glycémie capillaire. D. La température. E. Un déficit neurologique. Je vous laisse faire pause, prenez le temps tranquillement, on n'est pas pressé, en tout cas pour ce cas, en réalité on serait plus pressé que ça, mais bon. La bonne réponse, c'était la respiration. Les autres, effectivement, il faudra le faire, mais là, l'urgence, c'est la respiration. On va voir pourquoi. Dans le cas d'un traumatisé, qui soit grave, surtout, en tout cas, un moyen de toujours se rappeler des choses à faire, c'est le moyen mémotechnique. Sans la BCDE, on ne peut pas s'y retrouver. Sans pour, s'il y a une hémorragie extériorisée, on vient occlure, on vient poser un garrot. Pour limiter l'hémorragie, c'est la première chose à faire. Vient ensuite le A pour airway. On regarde la bouche, est-ce qu'il y a quelque chose qui obstrue la trachée? Et à ce moment-là, on vient libérer les voies aériennes supérieures, éventuellement des manœuvres comme la manœuvre d'Heimlich. B pour breathing, c'est la respiration, comment bouge le thorax, la saturation, l'auscultation. Est-ce qu'il faut mettre de l'oxygène? Est-ce qu'il faut exsuffler un pneumothorax? Ou est-ce qu'il faut intuber le patient? On arrive au C pour circulation. Il faut évaluer le pouls. Le pouls radial, ça veut dire qu'il y a une tension au moins à 70 mm de mercure. La fréquence cardiaque, s'il est bradycarde, un signe de gravité extrême. Tachycarde, un signe de gravité. La tension évaluée, hypertension hypotendue, un signe de marbrure. On regarde les jugulaires. Si elles sont turgescentes comme sur la photo, ça nous indique possiblement une compression, une obstruction, quelque chose qui vient obstruer l'éjection, ou en tout cas pas l'éjection, mais le remplissage du cœur, peut-être un pneumothorax ou une tamponnade à évaluer. Si les jugulaires sont plates, c'est plutôt un choc hypovolémique ou choc hémorragique. Est-ce qu'il faut remplir, mettre des amines, ne pas méconnaître un choc hémorragique grâce à l'évaluation du C. Vient ensuite le D pour disability et je rajoute D pour dermato. Disability, c'est sur le plan neuro. On évalue un Glasgow, on regarde les pupilles. Myosis bilatérale, il faut penser aux intoxications. Mydrias bilatérale, attention, signe de gravité. Les lésions cutanées pour éventuellement des brûlures ou un signe de la ceinture. Il faut à ce moment-là, si traumatisme crânien grave en dessous de 8, intuber le patient, éventuellement mettre en place un collier cervical. Et pour le E de environnement, faire une glycémie, évaluer les toxiques, une brûlure et prendre la température. Bien sûr, il y a des thérapeutiques à mettre en place et des antidotes. L'examen clinique est rassurant, il n'y a pas de signe d'ischémie pour notre patient, ni de déficit neurologique de jambe droite. Les paramètres hémodynamiques sont stables. La question vient ensuite. Quelle imagerie demandez-vous si le scanner ne fonctionne pas? Les propositions: A. Radiographie de thorax. B. Radiographie cervicale. C. Radiographie de bassin. D. Échographie cardiaque. E.
une fast écho. Je vous laisse faire pause tranquillement pour réfléchir. Je vais vous donner les bonnes réponses. Les réponses correctes étaient la radiographie de thorax, la radiographie de bassin et une fast écho. Ça, c'est pour les patients instables, mais vous me direz, il n'est pas instable. Oui, effectivement, il n'est pas instable, mais le scanner ne fonctionne pas. C'était pour vous faire réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cela? Patient instable, on gère le plan hémodynamique et on fait une radiographie de thorax, bassin et une fast écho pour étayer le diagnostic éventuel d'une hémorragie. Mais si le patient est stable, on fait un scanner, c'est plus précis encore, un scanner cérébral, thoracique, abdominopelvien. Vous avez fait la radiographie suivante, je vous la laisse, vous pouvez voir, ça semble cassé, à vous de juger. Que devez-vous faire ensuite? Les propositions: A. Encore des radiographies. B. Une antalgie efficace. C. Évaluer la fracture, sous-entendu plus précisément. D. Faire un bilan préopératoire. Et E. Évaluer le statut vaccinal. Je vous laisse faire pause pour la réflexion tranquillement et je vous donne les bonnes réponses. Toutes les réponses étaient correctes. Il faut refaire des radiographies? Oui, puisque une fracture d'un membre doit amener à faire des radiographies des articulations sus et sous-jacentes, toujours, ainsi qu'un profil qui sera nécessaire pour ce patient. Une antalgie efficace, bien sûr, vous imaginez la douleur. Il faut évaluer précisément la fracture, faire un bilan préopératoire puisqu'il va être opéré, et évaluer le statut vaccinal, comme toujours pour toutes les plaies. Parlons antalgie. Quelle prise en charge initiale proposez-vous? Les propositions: A. Kétoprophène. B. Paracétamol. C. Tramadol. D. Kétamine. E. Morphine titrée. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner les réponses correctes. Le paracétamol, oui pour la réponse B, et E, la morphine titrée, oui. Alors le kétoprophène, ça peut se discuter éventuellement, mais on évite le côté assez anti-inflammatoire du kétoprophène. Le tramadol pour la réponse C, non, puisqu'en fait on évite les paliers 2 quand on va donner de la morphine, et là ce sera nécessaire. La kétamine, pas tout de suite, même si c'est très efficace, pas tout de suite. On attend déjà la morphine, que ça fasse effet ou non, et après on évalue la kétamine. Et la morphine, bien sûr, titrée. La posologie retenue, c'est 0,1 mg par kilo en dose, mais il est plus convenable de faire des doses un peu plus petites, c'est-à-dire 3 à 5 mg suivant la taille du patient, et de titrer tout simplement toutes les 4 à 5 minutes pour réévaluer la douleur. Quels effets secondaires classiques redoutez-vous de la morphine? Les propositions: A. Agitation. B. Somnolence. C. Midriase. D. Polypnée. E. Vomissement. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner les bonnes réponses. Les bonnes réponses étaient la B et la E pour la somnolence et les vomissements. Il y a une vidéo disponible sur la chaîne sur les intoxications aux opioïdes et vous aurez toutes les explications détaillées. Il peut y avoir parfois, c'est beaucoup plus rare, mais une agitation qui est paradoxale. Donc ce n'était pas un effet secondaire classique. C'est plutôt un myosis bilatéral qui est serré en tête d'épingle que l'on retrouve, qui est un signe d'imprégnation. Une bradypnée typique qu'il faut avoir en tête, c'est pas une polypnée, et oui des vomissements, donc on peut utiliser du primpéran ou de l'ondansetron, c'est du Zofrène qui est très efficace. Le patient est soulagé, vous avez été efficace, et en examinant la plaie, elle fait 2 cm de long. Vous concluez donc à proposition A, une fracture ouverte type 1 de Gustilo, B, fracture ouverte type 2 de Gustilo, C, pas d'antibiothérapie, D, on peut utiliser la classification de Cauchois, et E, une antibiothérapie est nécessaire.
Je vous laisse faire pause et je vais vous donner les bonnes réponses. Les deux bonnes réponses étaient une fracture ouverte type 2 de Gustilo et une antibiothérapie est nécessaire. Oui, encore une fois, une vidéo est disponible sur des recommandations formalisées d'experts sur cette chaîne. Vous les avez détaillées sur les traumatisés des membres sévères, où ils recommandent d'utiliser la classification de Gustilo et non pas la classification de Cauchois. Rapidement, le tableau disponible dans les recommandations sur la classification de Gustilo pour les traumatisés de membres. Ça détaille et détermine selon la taille de la plaie le risque infectieux. Le seuil, c'est 1 et 10 cm, donc moins de 1, type 1, type 2 de 1 à 10, type 3 plus de 10 cm au niveau de la lésion. On n'utilise plus trop la classification de Cauchois. Bref, ce sont quelques détails, mais tout de même, ça peut tomber pour les examens. Quels critères de gravité liés à la fracture recherchez-vous? Les propositions sont A. La taille de la plaie. B. Le caractère douloureux. C. Un gonflement du mollet droit. D. Un déficit de flexion de hanche. Et E. Un pouls trop bien perçu. Je vous laisse faire pause. Prenez le temps de réfléchir tranquillement. Les bonnes réponses étaient les trois premières. La taille de la plaie, on vient d'en parler à l'instant. B, le caractère douloureux ainsi que le gonflement du mollet droit doivent vous faire évoquer une pathologie, une complication très grave qu'est le syndrome de Loge. Et le déficit de flexion de hanche étudie plutôt, la flexion de hanche étudie plutôt le muscle psoas et donc n'a rien à voir avec cette fracture. Un pouls trop bien perçu, eh bien non, c'est l'absence de pouls qui est un signe de gravité. Alors une diapositive sur le syndrome de Loge, c'est une augmentation de pression dans les différentes loges d'un membre, donc différentes loges musculaires qui sont séparées par des fascias. C'est un peu comme des saucissons. Il y a plusieurs saucissons pour schématiser les choses. Et quand il y a une augmentation de pression, par exemple une fracture, donc les os vont créer un œdème, etc. Il peut y avoir un saignement. Ça va augmenter la pression à l'intérieur et donc ça va comprimer certains composants que sont surtout, il faut craindre, les veines, les artères et les nerfs. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Eh bien les veines qui seront les premières atteintes puisque plus fragiles et moins rigides que les artères et les nerfs, il y aura un œdème qui sera dur puisqu'il y aura une capillarité, un exsudat au niveau capillaire qui va créer cet œdème, un suintement éventuellement. La douleur importante, c'est plus les nerfs qui vont créer cela, avec une part un peu d'ischémie mais plus tardive. Et l'anesthésie, c'est ce qu'on redoute avec la neurapraxie et l'axonomnésis. Le déficit moteur est plus tardif et les signes d'ischémie critique apparaissent à 6 heures et les lésions sont irréversibles à partir de 8 heures. Donc le signe de neurapraxie, c'est l'atteinte de la myéline, la première couche plus superficielle du neurone, avec une atteinte, une récupération possible, mais vous voyez, le seuil est à 4 heures et l'axonomnésis à 8 heures, c'est l'atteinte de l'axone en lui-même. Quels sont les différentiels à évoquer? Une thrombose veineuse profonde, ce sera plutôt asymétrique aussi avec un membre qui sera chaud, qui peut être un peu rouge, mais il n'y aura pas de douleur, en tout cas comme cela, il n'y aura pas une telle tension, il n'y a pas de facteur de risque lié, en tout cas que l'on retrouve dans le syndrome de Loge. L'érysipèle, c'est plutôt le côté infectieux, inflammatoire, très rouge, bien délimité, sans signe neurologique. L'arthrite septique avec des douleurs à la mobilisation, puisque c'est articulaire, et un signe de sepsis. L'ischémie aiguë de membre avec un membre qui est froid, douloureux, difficile à la mobilisation, mais sans l'œdème, il n'est pas dur. Et une myosite avec une douleur à la palpation des loges musculaires. Le patient est opéré sous anesthésie générale avec un enclouage qui est un succès. Il y a une anticoagulation préventive par Lovenox qui est instaurée et donc vous surveillez l'hospitalisation de ce patient.
Au cours de l'hospitalisation, il présente brutalement une désaturation avec une détresse respiratoire. Il est mis sous 9 litres d'oxygène au masque à haute concentration. Il présente une polypnée à 30 cycles par minute, une fréquence cardiaque à 110, une tension à 14,8, un score de Glasgow à 13, une glycémie à 1,3, il est fébrile à 38,5. Le bilan biologique trouve une anémie à 9 grammes par décilitre qui n'était pas présente, tout comme la thrombopénie à 50 gigas par litre. Vous vous doutez, je vais vous demander le diagnostic. Qu'est-ce que vous évoquez? Les différentes propositions sont A, l'embolie pulmonaire, B, la pneumopathie infectieuse, C, l'embolie graisseuse, D, l'anaphylaxie et E, une thrombopénie induite à l'héparine. Question plus compliquée, mais vous allez y arriver. Je vous laisse faire pause tranquillement et je vais vous donner la réponse. La bonne réponse, c'était l'embolie graisseuse. L'embolie pulmonaire ne donnera pas les atteintes biologiques et sur une forte et brutale dyspnée, il peut y avoir plus fréquemment une hypotension. C'est ce qui ne collait pas avec le tableau. La pneumopathie infectieuse est moins brutale que ça. Il n'y a pas d'éruption cutanée, tout comme dans l'embolie pulmonaire d'ailleurs. Il n'y a pas d'atteinte biologique rencontrée comme cela. L'embolie graisseuse, bah oui, c'est le bon diagnostic, on va le voir après. L'anaphylaxie ne présente pas ce genre d'éruption cutanée et le bilan biologique et la présentation ne collaient pas. La thrombopénie induite à l'héparine, pareil. La temporalité, ici on est au 3e jour d'hospitalisation, alors que la thrombopénie induite à l'héparine survient entre le 4e et le 14e jour préférentiellement, mais il ne donne pas d'anémie. Il ne donne pas cette éruption cutanée. Et dans ces cas-là, il faudrait évoquer avec une thrombopénie induite à l'héparine, donc une embolie pulmonaire, et je vous ai dit, ça ne collait pas avec le diagnostic. L'embolie graisseuse, oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une obstruction des petits vaisseaux par de la graisse qui provient d'où? Eh bien, surtout en post-traumatique, c'est la lésion de la moelle qui est dans l'os, qui va venir dans les petits vaisseaux et obstruer. Donc les vaisseaux des poumons et un petit peu partout, l'atteinte systémique, donc neurologique et de tous les organes. Il y a des critères majeurs que sont l'insuffisance respiratoire, principalement, qui en fait la gravité du tableau, ainsi que les troubles neurologiques. Viennent ensuite les pétéchies, cette atteinte cutanée, et des critères mineurs sont décrits avec très fréquemment, 80% des cas, une thrombopénie et une anémie associée, et on retrouve par ailleurs une fréquence cardiaque à plus de 120, une fièvre, des anomalies ophtalmo, avec un ictère, une oligoanurie, et le traitement malheureusement est surtout symptomatique, avec parfois de l'oxygène plus ou moins hyperbare, et de l'albumine qui peut être utilisée. Pour les plus curieux d'entre vous, les pathologies qui peuvent aussi donner des embolies graisseuses sont donc l'ostéomyélite, une brûlure grave, un diabète, une chirurgie cardiaque, de prothèse de hanche et aussi une pancréatite. Bref, je vous ai mis les références en bas de la page si cela vous intéresse. La vidéo est donc maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains cas. Mettez un pouce bleu, c'est très encourageant. Il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.